J'étais au Japon pour le travail, lorsque mes parents ont volé ma chambre pour y construire le studio de livestream de mon frère. Quand je suis rentré, complètement épuisé et ne désirant rien de plus que mon propre lit, ils se tenaient dans le couloir et m'ont dit nonchalamment, « Tu peux dormir sur le canapé. » Alden Thorne a besoin de cet espace pour sa carrière. Je les ai dévisagés, sentant l'épuisement s'échapper de mes os, remplacé par une soudaine clarté, dure comme le diamant. J'ai souri. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» a lancé ma mère, en croisant les bras sur la défensive. J'ai répondu, « Les comptes bancaires que vous utilisez pour financer sa petite carrière, eh bien, ils sont en réalité les miens. » Ils ont paniqué. Avant que je ne vous raconte exactement comment cette trahison massive s'est déroulée, et la manière profondément satisfaisante dont j'ai réduit leur empire factice en cendres, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Prenez un verre, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Le trajet en taxi depuis l'aéroport OR de Chicago était censé être la ligne d'arrivée glorieuse d'un marathon professionnel absolument exténuant. Je venais de passer 60 jours consécutifs à Tokyo, dirigeant un audit de cybersécurité massif à haut risque pour une grande entreprise technologique internationale. J'ai 32 ans, et je travaille comme architecte en sécurité réseau. Pendant 2 mois entiers, mon cerveau n'avait fonctionné qu'avec de l'espresso noir de haute qualité, des sandwichs de distributeurs automatiques, et de l'adrénaline pure et non filtrée. J'avais passé d'innombrables nuits à fixer des lignes de code jusqu'à ce que ma vision se trouble, traquant les vulnérabilités dans des serveurs valant plusieurs millions de dollars. Tout ce que je désirais au monde, la seule chose qui m'avait maintenu sain d'esprit pendant ce long et turbulent vol de 14 heures vers les États-Unis, c'était l'odeur familière et réconfortante de ma tête de lit vintage en chêne. Je voulais la fermeté spécifique et familière de mon propre matelas coûteux. Je voulais fermer mes rideaux occultants, éteindre mon téléphone, et dormir pendant 12 heures ininterrompues dans le sanctuaire calme et sécurisé de ma propre chambre. J'ai traîné ma valise lourde et éraflé le long de la longue allée en béton de la grande maison de banlieue. Le temps à Chicago était misérable. Une pluie glaciale et incessante tombait à verse, traversant complètement ma veste en laine. Mais je m'en fichais. J'étais enfin à la maison. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en bois, suis entré dans le hall, et j'ai laissé tomber mes sacs sur le sol carrelé avec un bruit sourd et retentissant. Immédiatement, j'ai remarqué que quelque chose clochait dans la maison. Elle était étrangement bruyante. Il y avait un son sourd et lourd, une sorte de martèlement vibrant à travers le plafond depuis le 2e étage. J'ai monté les escaliers recouverts de moquettes, en me frottant les yeux rouges et brûlants, et j'ai tourné au coin du couloir où se trouvait ma chambre. Je me suis figé net. La porte de ma chambre avait complètement disparu. Elle n'était pas simplement laissée ouverte. Elle avait été physiquement retirée de ses charnières métalliques. À sa place pendait un lourd rideau insonorisant industriel de couleur noire. Fronçant les sourcils, en pleine confusion, j'ai écarté le lourd tissu et suis entré dans ce qui était autrefois mon espace personnel et tranquille. Mon cerveau fatigué a complètement disjoncté. Il refusait absolument de traiter le cauchemar de néon qui me brûlait la rétine. Mon magnifique lit en chêne massif avait disparu. Mes bibliothèques anciennes, remplies de romans en première édition que j'avais collectionnés pendant des années, avaient disparu. Mes tirages d'art encadrés et soigneusement sélectionnés avaient été arrachés brutalement du mur, laissant derrière de vilaines cicatrices de plâtre blanc. Les murs de ma chambre étaient maintenant entièrement recouverts de panneaux de mousse acoustique géométrique bon marché, qui sentaient fortement la colle en spray industriel et toxique. Des bandes lumineuses à LED, d'un violet aveuglant et d'un bleu électrique, pulsaient agressivement le long des plinthes et traçaient les bords du plafond. Assis exactement là où se trouvait mon lit, il y avait un immense bureau de gaming en forme de L. Dessus, trônait une configuration d'ordinateur à double écran qui coûtait facilement 15 000 $, une table de mixage audio de qualité professionnelle, et un microphone de diffusion haut de gamme monté sur un bras hydraulique élégant. Flottant au-dessus de tout cela, boulonné directement au mur, se trouvait une enseigne au néon sur mesure, faisant clignoter le mot « Thorncore » en lettres vertes, agressives et toxiques. Et, fais gaffe au fil avec tes chaussures mouillées, mec. Je viens de gérer tout le câblage de cette installation. Je me suis retourné lentement. Mon frère aîné, Thorne, était assis dans une chaise de gaming ergonomique vert vif, ridiculement surdimensionnée. Il portait un sweat à capuche jaune de créateur et tenait une canette à moitié vide d'une boisson énergisante fortement caféinée. Il avait 35 ans, un homme adulte, mais il possédait toujours cette même aura suffisante et intouchable d'un adolescent gâté et arrogant.
Avant que je puisse même former une seule phrase cohérente pour demander ce qui se passait, mes parents sont apparus dans le couloir derrière moi. Ma mère, Béatrice, tenait un presse-papier en plastique, l'air complètement imperturbable et absolument pas désolé de mon arrivée soudaine. Mon père, Warren, se tenait derrière elle, me faisant un petit signe de la main, crispé et maladroit. « Alden, tu es rentré plus tôt », dit ma mère, sa voix complètement plate. Elle n'a pas fait un pas en avant pour me serrer dans ses bras. Elle n'a pas posé de questions sur mon voyage de 60 jours à l'étranger. Elle a juste baissé les yeux sur mes bottes mouillées, agacée que je fasse de petites marques d'eau sur le parquet. « Où est mon lit ?» ai-je demandé, ma voix tombant dans un murmure dangereux et terriblement calme. Ma mère a soupiré lourdement. C'était ce son familier et condescendant qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que j'étais dramatique et déraisonnable. Ne commence pas à faire des histoires à la seconde même où tu passes la porte. Alden Thorne lance sa nouvelle chaîne de jeux compétitifs et de style de vie ce vendredi. Il a absolument besoin d'un espace professionnel dédié pour attirer des sponsors d'entreprises de premier plan. De toute façon, tu voyages toujours pour le travail. Tu utilises à peine cette chambre. C'est ma chambre, ai-je dit, ma poitrine se serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Toutes mes affaires personnelles étaient ici. Où sont mes meubles ? Nous les avons mis en boîte, intervint rapidement mon père, s'appuyant contre le cadre de la porte, essayant de jouer la voix calme de la raison. Nous les avons mis à l'écart dans le garage. Écoute, fils, tu sais que ton frère est sur le point de faire quelque chose d'énorme cette fois. Le marché du live stream explose en ce moment. Nous devons soutenir sa vision créative. Tu peux juste dormir sur le canapé en cuir en bas dans le salon pendant quelques semaines, le temps que nous trouvions une solution permanente de chambre d'amis pour toi. J'ai regardé Thorne, qui ignorait déjà la conversation, remettant ses écouteurs anti-bruit coûteux sur ses oreilles et cliquant sur sa souris illuminée. J'ai de nouveau regardé mes parents. Ils ne me regardaient pas comme un fils qui venait de rentrer d'un voyage d'affaires brutal et épuisant à l'étranger, mais comme un obstacle agaçant et mineur se dressant sur le chemin du succès imaginaire de leur enfant chéri. Ils pensaient qu'ils avaient juste pris une chambre. Ils pensaient qu'ils avaient juste fait une décoration intérieure inoffensive. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient de s'approcher de leur propre système de survie financière et d'en arracher agressivement la prise du mur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé le lourd bureau de gaming. Je n'ai pas jeté l'ordinateur de 15 000 $ par la fenêtre du 2e étage. Même si mes mains tremblaient et se contractaient avec l'envie violente et écrasante de faire exactement cela. Je me suis juste retourné en silence complet, j'ai ramassé ma lourde valise sur le sol du couloir, et je suis descendu dans la petite salle de bain des invités. L'eau de la douche était glaciale, car Thorne avait apparemment déjà utilisé tout le réservoir d'eau chaude. Mais je suis resté sous le jet glacial et saisissant pendant 20 minutes complètes, laissant l'absurdité écrasante de ma réalité me submerger. Plus tard dans la nuit, j'étais allongé sur le canapé en cuir étroit et bosselé du salon du rez-de-chaussée. Mes pieds pendaient maladroitement au-dessus de la coudoir dure, et un courant d'air froid et implacable provenant de la fenêtre avant mal isolée s'infiltrait profondément dans mes os endoloris. En fixant le plafond sombre à la texture crépie, j'ai mentalement parcouru le vaste musée de la douleur qu'était ma relation financière avec ma famille toxique. Pour vraiment comprendre comment mes parents pouvaient si nonchalamment éradiquer toute mon existence physique de la maison, il faut comprendre la hiérarchie financière malade et tordue de notre cellule familiale. Dans la grande structure d'entreprise délirante de l'esprit de mes parents, Thorne était le PDG brillant et visionnaire destiné à la grandeur, et j'étais simplement la ligne de crédit d'entreprise illimitée, silencieuse et invisible, censée financer son parcours. Chaque mois, comme une horloge, exactement 4 000 $ quittaient mon compte chèque principal pour couvrir l'énorme hypothèque de cette grande maison de banlieue. 1 200 $ supplémentaires allaient directement aux compagnies de services publics locales pour maintenir les lumières allumées, l'eau courante, et l'Internet par fibre optique à très haut débit alimentant directement l'empire de diffusion factice de Thorne. Thorne n'avait jamais occupé un véritable emploi rémunéré pendant plus de 6 mois consécutifs au cours de ses 35 années de vie. Mais selon mes parents complètement délirants, il n'était pas au chômage. Il était juste un génie créatif incompris attendant sa grande percée inévitable. Il y a quelques années, quand il voulait être un magnate de l'immobilier, ils ont co-signé un énorme prêt bancaire pour lui permettre d'acheter des terrains vagues. Il a tout perdu dans une chute massive du marché parce qu'il a refusé de lire les lois de zonage. Quand il a voulu être un des traders de crypto-monnaies, il a acheté une énorme installation de minage qui a littéralement fait fondre le panneau électrique du sous-sol.
C'est moi qui ai été culpabilisé pour rembourser sa dette de carte de crédit de 22 000 $ afin d'empêcher les agences de recouvrement agressives de saisir ses actifs restants. Il a juste besoin d'un peu plus de marge de manœuvre, Alden, avait pleuré ma mère dans ma cuisine à la fin de l'année dernière, en tamponnant ses yeux parfaitement manucurés avec un mouchoir. Tu gagnes tellement d'argent avec ces ordinateurs à toi. Tu réussis si bien. La famille est de la famille. Tu ne peux pas laisser ton frère échouer. Alors, j'ai payé. J'ai toujours payé. J'étais le frère cadet responsable, ennuyeux et invisible. Je conduisais une Honda Civic de 8 ans avec une bosse visible sur le pare-choc arrière et un pot d'échappement qui cliquetait, juste pour que Thorne puisse louer une élégante voiture de sport de luxe noir G afin de maintenir son esthétique d'influenceur riche lorsqu'il se promenait en ville. Mes parents traitaient ma carrière exténuante et hautement technique en cybersécurité comme un devoir de base attendu. Chaque fois que j'obtenais une promotion ou un énorme bonus de fin d'année, cela était accueilli par un bref hochement de tête poli et une transition rapide et transparente vers la discussion de la dernière entreprise commerciale imaginaire de Thorne. J'avais passé 10 années entières à essayer d'acheter leur amour, espérant désespérément que si je prouvais ma valeur, si je fournissais suffisamment de stabilité, ils finiraient par me regarder avec la même adoration aveugle et inébranlable qu'ils déversaient constamment sur mon frère. Je pensais bêtement que si je maintenais le toit coûteux au-dessus de leur tête, ils respecteraient au moins le petit espace tranquille que je demandais en retour. Mais alors que ma colonne vertébrale me faisait mal contre les ressorts cassés et bon marché du canapé en cuir, écoutant le son étouffé et odieux de Thorne hurlant agressivement sur un jeu vidéo à travers le plancher au-dessus de moi, l'illusion s'est complètement et violemment brisée. Il ne m'aimait pas. Il ne me respectait même pas en tant qu'être humain. Je n'étais qu'un distributeur automatique de billets qui, par hasard, respirait et marchait. Et il venait de décider qu'il n'avait même plus besoin de donner au distributeur un endroit confortable pour dormir. Une pensée terrifiante, belle et profondément libératrice a soudainement traversé mon esprit dans l'obscurité froide du salon, faisant naître un petit sourire dangereux sur mon visage. Que arrive-t-il exactement à un enfant chéri gâté et à ses parents complices lorsque le distributeur décide d'avaler complètement la carte de crédit et de verrouiller le coffre-fort? Je me suis réveillé le lendemain matin avec la sensation que mon corps avait été battu à plusieurs reprises avec une lourde planche de bois. Mon cou était incroyablement raide d'avoir dormi dans un angle terrible sur le canapé court, et le bas de mon dos hurlait de protestation alors que je m'asseyais. La maison était d'un silence de mort. Il était presque 10 heures du matin, ce qui signifiait que Thorne dormait certainement encore après sa session de jeu nocturne alimentée à la caféine, et que mes parents étaient probablement sortis faire leurs courses quotidiennes. J'avais désespérément besoin de vêtements propres pour la journée. Je me suis souvenu que mon père avait mentionné nonchalamment que mes affaires personnelles avaient été mises en boîte et à l'écart. J'ai traversé la cuisine silencieuse, ouvert la lourde porte coupe-feu, et suis descendu sur le sol en béton froid du garage. Le garage n'était pas chauffé, il était humide et sentait fort l'huile de moteur renversée, les gaz d'échappement rassis et le vieux carton en décomposition. C'était l'endroit où nous gardions les poubelles qui débordaient, la tondeuse à gazon cassée, et les boîtes de décoration de Noël. J'ai allumé les dures lumières fluorescentes du plafond, qui bourdonnaient bruyamment en s'allumant, et j'ai cherché mes affaires. Il n'y avait pas de carton de déménagement robuste et soigneusement étiqueté. Il n'y avait pas de bac de rangement en plastique sécurisé, soigneusement empilé dans un coin pour protéger mes biens. À la place, poussé agressivement contre le mur de béton du fond, juste à côté d'un sac à moitié ouvert d'engrais chimiques pour pelouse qui fuyait, se trouvait un tas chaotique d'immenses sacs poubelles en plastique noir, fin et bon marché. Mon cœur a complètement cessé de battre dans ma poitrine. L'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Je me suis approché lentement du tas, mes bottes claquant contre le béton. Le plastique noir était fermé par des nœuds bâclés et hâtifs, s'étirant dangereusement sur les coins pointus. J'ai tendu la main et j'ai déchiré le haut du sac le plus proche à main nue. Mes costumes de travail coûteux, taillés sur mesure, ceux que je portais aux réunions de conseil d'administration à haut enjeu, étaient écrasés tout au fond, froissés au-delà de toute reconnaissance, emmêlés brutalement avec des chaussettes sales et détachées, de vieilles chaussures et des fournitures de bureau diverses. J'ai senti une vague de chaleur dans ma poitrine et j'ai déchiré le deuxième sac. Mon vieil ordinateur portable d'université, 3 disques durs externes contenant des gigaoctets de données personnelles irremplaçables, et ma collection impeccable de disques vinyles vintage avaient été jetés ensemble pêle-mêle, s'entrechoquant comme de vulgaires débris d'un chantier de démolition. Mais c'est le troisième sac qui a finalement brisé quelque chose en moi de manière permanente. J'ai écarté le fin plastique noir et j'ai immédiatement vu du bois poli.
C'était l'horloge de cheminée en acajou, sur mesure et finement sculptée, que mon grand-père avait fabriquée pour moi de ses propres mains calleuses juste avant de décéder. Il avait passé 6 mois laborieux à poncer, teindre et assembler cette magnifique pièce de machinerie juste pour me l'offrir comme cadeau de fin d'études. C'était mon bien le plus précieux. J'ai plongé la main et l'ai sorti du sac poubelle. La lourde vitre de protection en verre était complètement brisée en une douzaine de morceaux déchiquetés. Une profonde et vilaine rayure blanche courait horizontalement sur le bois sombre et poli, probablement causée par quelqu'un qui l'avait jeté négligemment sur le sol en béton dur sans une seconde pensée. Je ne l'ai pas laissé tomber. J'ai tenu l'horloge brisée et ruinée dans mes mains, serrant le bois endommagé si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches et que mes ongles se sont profondément enfoncés dans la chair de mes propres paumes, manquant de peu de faire couler le sang. Juste à ce moment angoissant, la porte latérale menant de la maison au garage s'est entr'ouverte. Thorne a passé la tête. Il portait un pyjama en soie coûteux, tenant son smartphone le plus récent devant son visage sur une perche à selfie déployée. Il était en train de diffuser en direct pour sa petite audience fidèle. Ouais, les gars. Alors, la nouvelle configuration du studio est absolument démente, disait Thorne à sa caméra, ignorant complètement le fait que je me tenais à moins de 3 mètres de là, tenant mon héritage ruiné. Mes parents l'ont littéralement construite pour moi à partir de zéro pendant que le coloc était en déplacement pour un voyage d'affaires ennuyeux. Ils savent que j'ai besoin du meilleur équipement haut de gamme pour vous apporter le contenu d'élite que vous méritez. Il s'agit d'investir dans la marque et de créer l'esthétique parfaite, vous voyez. Il a ri, un son fort, grinçant et incroyablement odieux qui a résonné brusquement sur les murs de béton. Puis il a nonchalamment refermé la porte, m'enfermant dehors et me laissant entièrement seul dans le froid glacial. Le coloc. C'est exactement comme ça qu'il m'a appelé devant ses spectateurs. Pas son frère. Le coloc. Je ne suis pas monté en trombe pour défoncer la porte de sa chambre. Je ne lui ai pas hurlé de ficher le camp de ma maison. La colère est une émotion chaude, désordonnée et imprévisible. Et la colère chaude vous rend négligent et sujet aux erreurs. Ce que je ressentais, debout dans ce garage humide, n'était pas de la chaleur. C'était un froid absolu, terrifiant, le zéro absolu. J'ai posé délicatement et soigneusement l'horloge cassée de mon grand-père sur le lave-linge. J'ai fouillé dans la poche de ma veste, sorti mon smartphone, et fait défiler le numéro de ma mère, puis celui de mon père. J'ai trouvé le contact professionnel spécifique dont j'avais besoin. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et porté le téléphone à mon oreille, ma main parfaitement stable. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Kreza » ai-je dit, ma voix complètement plate, dépourvue de toute chaleur ou émotion. « Alden » répondit la voix nette, vive et très professionnelle de ma gestionnaire de patrimoine à travers le haut-parleur. « Tu es de retour de Tokyo. J'ai vu les registres de vol. Comment s'est passé l'audit final ? » L'audit est complètement terminé, ai-je dit, fixant d'un regard vide le tas de sacs poubelles noirs contenant toute ma vie mise au rebut. Il est temps d'exécuter le protocole. 30 minutes plus tard, je garais ma Honda Civic cabossée et amochée dans le parking VIP fortement gardé du plus prestigieux et imposant gratte-ciel bancaire du centre-ville de Chicago. J'ai présenté mes accréditations, contourné entièrement le hall public bondé, et pris l'ascenseur privé express et silencieux directement jusqu'au 42e étage. Le bureau d'angle de Kreza était une terrifiante leçon de maître en matière d'intimidation d'entreprise. Il comportait d'immenses baies vitrées allant du sol au plafond surplombant la ligne d'horizon tentaculaire de la ville, de lourds bureaux en acajou, de l'art minimaliste, et une atmosphère de rigueur financière absolue et sans compromis. Kreza était un véritable requin dans un tailleur de créateurs impeccablement coupé. Elle gérait exclusivement des portefeuilles de grande valeur et avait une réputation notoire et bien méritée au sein de l'entreprise de mépriser profondément les parasites financiers et les personnes qui profitaient de ses clients. Quand j'ai franchi ces lourdes portes en verre, elle ne m'a pas offert de café ni de banalité. Elle a jeté un long regard calculateur sur l'expression de mon visage, a immédiatement fermé son ordinateur portable argenté, et a fait un geste sec vers la lourde chaise en cuir noir assise en face de son bureau. « Dis-moi exactement ce qu'ils ont fait » a dit Kreza, joignant parfaitement ses mains sur le bois poli. Je me suis assis, j'ai pris une lente inspiration, et j'ai tout déballé. Je lui ai parlé de la chambre volée, des lumières au néon absurde, de l'ordinateur de gaming à 15 000 $, des sacs poubelles noirs jetés dans le garage humide, et du verre brisé de l'horloge irremplaçable de mon grand-père. J'ai parlé calmement, exposant systématiquement les faits comme si je présentais des preuves irréfutables dans un procès pour meurtre à haut enjeu.
Kreza a écouté dans un silence total et ininterrompu. L'expression de son visage n'a jamais changé, mais ses yeux sombres sont devenus plus froids et plus vifs à chaque seconde. Quand j'ai finalement terminé mon rapport, elle a lentement ouvert le tiroir verrouillé de son bureau et en a sorti une tablette biométrique épaisse et fortement sécurisée. « Je t'avais prévenu, Alden, dit-elle doucement, ses doigts manucurés volant rapidement sur l'écran lumineux, faisant apparaître des bases de données sécurisées. Je t'ai prévenu il y a 3 ans que leur donner un accès illimité aux comptes secondaires était une faille de sécurité critique et massive dans ton plan de gestion de patrimoine. Les parasites financiers ne s'arrêtent pas de se nourrir simplement parce que l'hôte est fatigué. Ils s'arrêtent lorsque l'hôte meurt ou lorsqu'ils sont légalement et de force sectionnés. Je sais, ai-je admis, sentant une profonde vague suffocante de honte m'envahir pour avoir laissé cela durer si longtemps. Je pensais que je maintenais juste la paix. J'en ai officiellement fini de maintenir la paix. Coupe tout, absolument tout. Kreza a tapoté l'écran, affichant un réseau très complexe et codé par couleur de mes données financières. Passons d'abord en revue l'hémorragie. Tu as actuellement 4 cartes de crédit Premium Platinum émises directement sous ton compte principal. Ton père en a une, ta mère en a une, et Thorne, mystérieusement, en a 2. Au cours des 60 derniers jours, exactement pendant que tu étais au Japon à te tuer au travail, ils ont facturé exactement 28 150 $ sur ces cartes. Les frais concernent principalement de l'électronique haut de gamme, des acomptes pour des traiteurs de luxe, des vêtements de créateurs, et des abonnements de jeux premium. Mon estomac s'est retourné violemment face à une telle audace, mais j'ai gardé un visage entièrement impassible. J'ai toutes. Immédiatement. Je peux les signaler pour une suspension immédiate dès maintenant. Elles cesseront de fonctionner dans 5 minutes, a proposé Kreza, son doigt planant au-dessus d'une icône numérique rouge vive sur la tablette. Non, ai-je dit, me penchant en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Si tu les gèles maintenant, ils vont juste piquer une crise monstre à la maison et exiger que j'appelle le service client pour régler le problème. Je veux un impact psychologique maximal et indéniable. Thorne organise un énorme événement caritatif en direct de 24 heures, très médiatisé, pour lancer officiellement sa chaîne. Ça commence ce vendredi soir. Il fait venir des fournisseurs tiers coûteux, de la nourriture gastronomique, et des équipes d'éclairage professionnelles. Les lèvres de Kreza se sont courbées en un sourire très lent, très dangereux et prédateur. Elle a immédiatement compris la mission parfaitement. Tu veux que les cartes premium soient refusées publiquement, devant les fournisseurs. Je veux que les cartes soient refusées au moment où la facture finale est littéralement entre leurs mains et que les caméras tournent, ai-je confirmé. Fait, dit-elle, tapant rapidement, entrant des codes d'autorisation. Les 4 cartes Platinum sont maintenant codées numériquement pour déclencher un protocole de gel pour fraude de niveau 4, exactement à 18 h ce vendredi. Aucun appel désespéré à la hotline du service client ne pourra les débloquer. Seul moi possède l'habilitation pour lever le blocage, et je serai commodément indisponible pendant tout le week-end. Et pour le compte chèque joint principal? Ai-je demandé, vérifiant le piège. Celui qui paie l'hypothèque, l'électricité, et l'Internet. Kreza a affiché un autre écran sécurisé. Ce compte a actuellement un solde liquide de 45 000 $. J'exécute un balayage interne complet et intraçable. Je déplace chaque centime vers ton trust privé sécurisé offshore et caché. D'ici ce soir, le compte joint aura un solde d'exactement 0 $ et 0 centimes. Tous les paiements automatiques tentant de puiser dessus seront instantanément rejetés pour fonds insuffisants. Elle a fait une pause, me regardant par-dessus le bord de ses lunettes de créateur, s'assurant que je comprenais la gravité de la manœuvre. Tu réalises, Alden, que si le paiement hypothécaire automatisé est rejeté, le système automatisé de la banque générera et enverra immédiatement un avis de défaut de paiement sévère à la maison. Tes parents paniqueront complètement. Laisse-les paniquer, ai-je dit froidement, ne ressentant aucun remords. C'était le chef-d'œuvre absolu, l'ogive nucléaire caché de ma réalité. Mes parents croyaient fermement qu'ils étaient toujours les propriétaires légaux de la massive maison de banlieue où nous vivions. Ils croyaient que je transférais simplement généreusement de l'argent pour payer leur hypothèque mensuelle afin de les aider à traverser une passe difficile. Ils ne savaient pas qu'il y a 3 ans, alors qu'ils étaient à exactement 60 jours d'une saisie immobilière totale et dévastatrice et que la banque menaçait activement de saisir la propriété et de les mettre à la rue, j'étais discrètement intervenu. J'avais remboursé les énormes arriérés, racheté entièrement la dette toxique, et transféré légalement l'acte de propriété principale à une société à responsabilité limitée, LLC,
que je contrôlais complètement et uniquement. Ils n'étaient pas les fiers propriétaires. Ils étaient mes locataires, incroyablement destructeurs, arrogants, et qui ne payaient aucun loyer, et ils venaient de détruire une pièce à l'intérieur de ma propriété légale. Kreza a appuyé sur la dernière touche décisive de son clavier. L'écran de la tablette a clignoté d'un vert vif et définitif, verrouillant les commandes dans le système central de la banque. Le protocole est verrouillé, dit Kreza doucement, posant la tablette. La guillotine financière tombera vendredi, à 18h précise. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume sur mesure. Vendredi, l'heure exacte prévue pour le grand couronnement délirant de Thorn. C'était absolument parfait. Quand je suis finalement retourné à la maison plus tard cet après-midi-là, j'ai laissé l'exécuteur froid, calculateur et impitoyable derrière moi dans l'imposant bâtiment de la banque, et je me suis soigneusement glissé de nouveau dans le rôle familier et pathétique du fils abattu, docile et obéissant. Si je voulais que le piège se referme parfaitement et les attrape tous, je ne pouvais montrer aucune once de résistance ou de colère. Je devais être un fantôme. Je suis entré dans la grande cuisine, agissant de manière appropriée, déprimé et complètement épuisé. Ma mère se tenait près de l'îlot en marbre coûteux, tapotant agressivement ma carte de crédit Platinum noire contre le comptoir en pierre polie tout en parlant fort et avec exigence sur son smartphone. Oui, j'ai absolument besoin que les mini-burgers de bœuf wagyu et les truffes au chocolat artisanal soient livrés exactement à 17h30 le vendredi après-midi. Pas plus tard, aboya-t-elle dans le récepteur, agissant comme une reine commandant son personnel. Et l'équipe d'éclairage professionnel doit avoir les installations au néon entièrement opérationnelles et testées avant qu'il ne passe en direct à 18h. Ajoutez tout cela à la facture totale. Nous passerons la carte lorsque l'équipe aura terminé l'installation complète. Oui, Béatrice. Merci. Elle a raccroché brusquement et m'a regardé, glissant ma carte de crédit premium dans son sac à main en cuir de créateur, exactement comme si elle lui appartenait. 2500 $ pour un buffet traiteur, maman? Ai-je demandé, gardant ma voix douce, jouant le rôle du pourvoyeur légèrement agacé mais finalement passif et impuissant. Est-ce vraiment nécessaire pour une simple diffusion de jeux vidéo depuis une chambre? Mon père est entré dans la cuisine depuis le salon, tenant un journal financier. Il s'est immédiatement interposé entre nous, jouant son rôle habituel de grand pacificateur. Alden, nous avons déjà parlé de ça. La présentation est absolument tout dans l'ère numérique moderne. Quand les investisseurs et les sponsors haut de gamme verront l'incroyable valeur de production que Thorn déploie, ils lui lanceront des sponsorings massifs. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner dans cette industrie. D'ailleurs, a ajouté ma mère, sans même prendre la peine de me regarder alors qu'elle se versait un grand verre de vin rouge coûteux, tu gagnes plus qu'assez d'argent avec ces ordinateurs à toi pour couvrir une petite fête de lancement pour ton propre frère. Ne sois pas si radin et égoïste avec ta famille. Quand Thorn gagnera des millions de dollars par an, il se souviendra exactement de qui l'a soutenu au début. Je suis sûr qu'il paiera pour tout lui-même très bientôt, ai-je dit. Ma voix était parfaitement lisse, ne trahissant rien. J'ai offert un sourire crispé et forcé qu'ils ont complètement et aveuglément pris pour ma reddition pathétique habituelle. Voilà l'esprit, a dit mon père vivement, s'avançant et me tapant lourdement sur l'épaule. Merci de comprendre, fils. Je sais que la situation soudaine de la chambre est un inconvénient mineur pour toi, mais tu as toujours eu l'esprit d'équipe. Nous apprécions vraiment ton sacrifice. Un inconvénient mineur. Ils avaient jeté l'héritage de mon grand-père bien-aimé dans un sac poubelle bon marché, détruit mes biens personnels, m'avaient expulsé de ma propre chambre, et ils avaient l'audace absolue d'appeler cela un inconvénient mineur. Je vais vous laisser tranquille pour le reste de la semaine, leur ai-je dit, reculant lentement de la cuisine vers le couloir. Je vais prendre une chambre d'hôtel en ville pour rattraper d'énormes rapports d'audit avant le week-end. Je ne veux pas gâcher l'esthétique parfaite de Thorn en dormant sur le canapé du salon pendant que ses équipes de tournage sont là. Ma mère a semblé visiblement soulagée d'apprendre que je partais. C'est une décision très mature et réfléchie, Alden. Passe une bonne semaine de travail productive. Assure-toi que la facture Internet est entièrement payée. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de décalage ou de problème de connexion vendredi. Je m'assurerai que tous les comptes sont gérés. Je le promets, ai-je dit doucement. Je suis sorti dans le garage froid, ignorant délibérément le tas de sacs poubelles noirs appuyés contre le mur. J'ai ouvert le coffre de ma Civic et y ai jeté un unique sac de sport en toile contenant les quelques vêtements non froissés et les articles de toilette que j'avais réussi à sauver du désordre.
Je suis retourné directement en ville dans un hôtel de luxe 5 étoiles. C'était un endroit avec un lit king size massif, semblable à un nuage, des murs entièrement insonorisés, et un menu de service en chambre coûteux disponible 24 heures sur 24. J'ai réservé leur meilleure suite Penthouse disponible pour 2 semaines complètes et les payé intégralement à l'avance en utilisant mon compte Trust privé, caché et intouchable. Pendant les 4 jours suivants, je n'ai absolument rien fait d'autre que de me reposer et de récupérer mes forces. J'ai dormi profondément pendant 12 heures par jour. J'ai mangé des steaks saignants parfaitement cuits. J'ai pris de longues douches brûlantes. Je me suis tenu sur mon balcon privé, observant la ligne d'horizon tentaculaire de la ville, sentant mon énergie revenir lentement dans mon corps, s'accumulant silencieusement comme un nuage d'orage sombre inévitable. Mon smartphone est resté complètement silencieux. Mes parents n'ont pas appelé une seule fois pour prendre de mes nouvelles. Thorne n'a pas envoyé un seul SMS pour s'excuser d'avoir pris ma chambre. Ils étaient entièrement consumés par les préparatifs frénétiques pour les grands débuts de l'Empire factice. Ils étaient occupés à dépenser des sommes d'argent considérables qui n'existaient plus, se tenant joyeusement sur une trappe que j'avais déjà déverrouillée. Ils planifiaient méticuleusement un couronnement massif et coûteux pour le roi doré. Ils n'avaient absolument aucune idée que la guillotine, tranchante et lourde, était déjà polie et suspendue directement au-dessus de sa chaise de gaming au néon. Le vendredi après-midi est arrivé avec une clarté vive, terrifiante et belle. J'ai ramené ma Civic cabossée en banlieue, la garant délibérément à mi-chemin de la rue pour qu'ils n'entendent pas mon moteur arriver. En marchant sur le trottoir vers la maison, je pouvais déjà voir le cirque absolu qu'ils avaient créé sur ma pelouse. 2 grandes camionnettes commerciales blanches étaient garées n'importe comment dans la large allée. L'une portait le logo d'une société d'éclairage audiovisuel d'élite sur le côté et l'autre appartenait à un service de traiteur d'entreprise haut de gamme connu pour servir des galas d'entreprise extravagants. J'ai discrètement déverrouillé la porte d'entrée et suis entré dans le hall. La maison était une frénésie chaotique et bourdonnante d'activités frénétiques. Des hommes en polo noir déroulaient d'épais et lourds câbles d'alimentation dans les escaliers recouverts de moquettes, les fixant avec du ruban adhésif. L'odeur riche et appétissante de viande rôtie coûteuse, de fromages artisanaux et de truffes terreuses flottait agressivement depuis la cuisine où le personnel du traiteur était occupé à installer des plats de service en argent. Mes parents se tenaient dans le couloir, habillés comme s'ils assistaient à une première de film hollywoodien de la haute société. Mon père portait un costume gris impeccable et sur mesure, et ma mère portait une robe de cocktail sombre et coûteuse, tenant une coupe de champagne en cristal. Ils planaient au bas des escaliers, regardant la chambre de Thorne avec des larmes de fierté absolue et non filtrées brillant dans leurs yeux. À l'étage, résonnant dans le couloir, je pouvais entendre Thorne crier avec enthousiasme dans son microphone de diffusion coûteux. « Salut le chat! Bienvenue dans la nouvelle ère. Le studio est enfin en direct. L'ambiance est absolument impeccable, et on part pour 24 heures d'affilée aujourd'hui. Lâchez ces abonnements premium dans le chat maintenant. Faisons démarrer le train de la hype. » Il était en direct. Les caméras haute définition tournaient. Des centaines de personnes regardaient activement sa diffusion en temps réel, complètement inconscientes de la réalité derrière l'écran. Je suis resté complètement silencieux dans le hall, vérifiant la lourde montre en argent à mon poignet. Il était 17h58. Un homme grand, à l'air épuisé, portant un polo avec le logo de la société de traiteurs, est descendu des escaliers en tenant une tablette de points de vente numérique. Juste derrière lui est arrivé le technicien en chef de la société d'éclairage, tenant un presse-papier chargé de factures. « Très bien, monsieur et madame Warren », a dit le responsable du traiteur, Dante, s'arrêtant devant mes parents et s'éclaircissant la gorge. La nourriture est entièrement installée dans la loge, et la grille d'éclairage est verrouillée, testée, et tire parfaitement le courant. Le total pour les 2 services combinés s'élève à exactement $8 200. Nous avons juste besoin de traiter le paiement final avant de retirer les camionnettes et de vous laisser. Ma mère a souri brillamment, exudant la confiance arrogante et intouchable d'un milliardaire autodidacte. Elle a ouvert son sac à main en cuir de créateur, a sorti ma carte de crédit Platinum noire, et l'a tendue à Dante avec un geste dramatique et ample. « Mettez tout là-dessus, dit-elle fort, s'assurant que les techniciens savaient qu'elle payait pour le forfait premium haut de gamme sans hésitation. J'ai regardé la trotteuse de ma montre avancer sans relâche. 17h59 et 50 secondes. Dante a pris la lourde carte en métal, l'a glissée expertement dans le lecteur numérique attaché à sa tablette, et a rapidement tapé le montant, $8 200. Il a appuyé sur le bouton vert vif,
traité, sur l'écran tactile. L'écran a affiché un petit cercle de chargement bleu pendant exactement 3 secondes. Puis, un bip strident et fort a résonné brusquement dans le hall silencieux. L'écran a clignoté d'un rouge vif et agressif, affichant une icône d'avertissement. Dante a froncé les sourcils, tapotant l'écran avec son index. C'est bizarre. Ça a généré un code d'erreur de traitement. Parfois, la bande magnétique se salit en étant dans un portefeuille. Laissez-moi essayer le lecteur de puce à la place. Ma mère a agité la main avec dédain, prenant une gorgée confiante de son champagne. Oh, je vous assure que tout va bien. C'est une carte premium illimitée. Repassez-la simplement. La banque est probablement juste en train de vérifier le montant inhabituellement élevé pour des raisons de sécurité. 18 heures. La trotteuse a atteint le 12. Le protocole s'est activé. Dante a inséré la puce dorée dans la fente inférieure de la tablette. La machine y a réfléchi pendant 2 secondes tendues avant d'émettre 3 bips forts, furieux et consécutifs. Dante a regardé l'écran, son attitude polie et professionnelle s'évaporant instantanément, remplacée par un air de préoccupation profonde et très irrité. Il a levé les yeux vers ma mère, et le silence dans le couloir est soudainement devenu incroyablement lourd et suffocant. « Je suis désolé, madame », a dit Dante, sa voix assez forte pour monter directement l'escalier ouvert et atteindre le microphone ouvert en direct dans la chambre de Thorne. Ce n'est pas une simple erreur système. Cette carte a été officiellement refusée par l'émetteur. Le code indique qu'elle est verrouillée de manière permanente pour utilisation frauduleuse et non autorisée. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Le mot « refusé » est resté en suspens dans l'air du hall comme un lourd nuage de fumée toxique. Ma mère a dévisagé Dante, le responsable du traiteur, comme s'il venait de lui parler dans une langue complètement étrangère. Son cerveau, parfaitement conditionné à une vie de luxe incontestée financée par mon travail, ne pouvait tout simplement pas traiter le rejet. Utilisation frauduleuse, a-t-elle répété, un rire nerveux et aigu s'échappant de sa gorge. C'est absolument ridicule. Avez-vous la moindre idée de qui nous sommes? Il y a de toute évidence un énorme problème technique avec votre petit appareil à tablette. Rendez-la-moi. J'ai une autre carte. Elle lui a arraché la carte Platinum noire de la main et a commencé à fouiller frénétiquement dans son sac à main en cuir de créateur. Ses mains, habituellement si stables et posées, tremblaient visiblement. Elle a sorti une deuxième carte, une argentée, également liée directement à mon compte principal. Tenez, dit-elle, sa voix abandonnant son vernis poli et riche pour adopter un ton sec et autoritaire. Passez celle-ci et essayez peut-être de le faire correctement cette fois, sans bloquer le système. Les yeux de Dante se sont légèrement plissés. C'était un professionnel qui servait des clients fortunés dans tout Chicago, et il a immédiatement reconnu le ton désespéré et agressif de quelqu'un dont le château de cartes financier était en train de s'effondrer. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement pris la carte argentée, inséré la puce dans son appareil, et attendu. 2 secondes plus tard, 3 bips forts et furieux. L'écran a de nouveau clignoté en rouge néon. Refusé, a dit Dante, sa voix entièrement dépourvue de la chaleur du service client. Exactement le même code d'erreur. Utilisation non autorisée. L'émetteur a bloqué le compte de manière définitive. Le technicien en chef de l'éclairage, qui se tenait silencieusement derrière Dante avec son presse-papier de facture, s'est soudainement avancé, croisant ses bras épais sur sa poitrine. Écoutez, madame, ça fait 6 heures d'affilée qu'on installe des structures au néon lourdes et qu'on tire des câbles électriques massifs. On ne fait pas de facturation à 30 jours pour des prestations résidentielles. On a besoin des 8 000 $ maintenant, où mon équipe monte et démonte chaque lumière qu'on vient d'installer. Personne ne démonte rien. A crié mon père, s'interposant au milieu de la situation qui s'envenimait. Son visage était rouge foncé, un contraste saisissant avec son costume gris impeccable. Il a sorti son propre portefeuille, un élégant portefeuille en cuir que je lui avais acheté pour la fête des pères 2 ans plus tôt. Il en a sorti la 3e carte Platinum, sa carte d'urgence désignée. Ma femme a juste mélangé ses cartes. Celle-ci est le compte joint principal. Il y a plus de 40 000 $ de liquidité dessus. Passez-la. Il l'a tendu à Dante avec une main tremblante.
Dante a soupiré, l'air incroyablement épuisé, et a passé la puce. Bip, bip, bip. Écran rouge. Refusé, a dit Dante fort, sa patience s'évaporant complètement. Fonds insuffisant. Le solde est de 0. 0 a haleté mon père, la couleur se drainant violemment de son visage. C'est impossible. L'hypothèque est prélevée sur ce compte la semaine prochaine. Il y a une fortune dessus. Soudain, un bruit de pas lourd et rapide est venu du haut des escaliers. Thorne est apparu sur le palier, complètement furieux. Il avait arraché ses écouteurs anti-bruit coûteux, les laissant pendre autour de son cou. Il regardait le hall d'entrée avec mépris, son visage tordu de pure rage gâtée. Vous pouvez sérieusement la fermer en bas. A hurlé Thorne, agitant agressivement les bras. J'ai 500 personnes qui me regardent en direct en ce moment, et mon microphone capte tout. Vous êtes en train de ruiner complètement l'esthétique. Payez les livreurs et foutez-les hors de la maison. On essaie, Thorne. A crié ma mère en retour, sa voix se brisant de panique pure. Elle a sorti son smartphone et a composé frénétiquement le numéro du service client premium au dos de la carte. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur, sa main tremblant violemment. Une voix robotique automatisée a rempli le couloir silencieux. Bienvenue au service patrimoniaux premium. Veuillez entrer le numéro de sécurité sociale du titulaire principal du compte ou énoncer le nom du titulaire principal du compte pour continuer. Warren. A crié ma mère dans le téléphone. Mon mari, Warren. Je suis désolé, a répondu doucement la voix robotique. Ce nom ne correspond pas au titulaire principal du compte. Veuillez réessayer. Béatrice. A-t-elle hurlé, des larmes de frustration absolue montant à ses yeux. Je suis désolé, ce nom ne correspond pas au titulaire principal du compte. Ce compte a été verrouillé en raison d'une activité suspecte. Au revoir. La ligne s'est déconnectée avec un clic sec et final. Ils étaient complètement figés. Le responsable du traiteur faisait activement signe à son équipe de venir remballer la nourriture. Le technicien en éclairage enfilait déjà ses gants de travail, prêt à monter pour démanteler le studio. Thorne hyperventilait sur le palier. Mes parents fixaient les cartes en plastique inutiles dans leurs mains comme si elles s'étaient transformées en serpents venimeux. J'ai décidé que c'était le moment idéal pour faire connaître ma présence. Je suis sorti de l'ombre de l'arche du salon. Je portais un costume anthracite sombre, parfaitement taillé, tenant les clés de ma Civic dans ma main droite. J'avais l'air calme, reposé et entièrement intouchable. Ma mère s'est retournée, ses yeux s'écarquillant dans un mélange de choc et de soulagement désespéré. Elle a couru vers moi, agitant les cartes en plastique inutiles en l'air. Alden, Dieu merci, tu es là. A-t-elle crié, me fourrant pratiquement le téléphone dans la poitrine. Appelle la banque tout de suite. Il y a un énorme et terrible problème avec nos cartes. Ils nous ont bloqués, et les fournisseurs menacent de ruiner tout le lancement de Thorne. Règle ça, Alden. Je n'ai pas pris le téléphone. J'ai juste baissé les yeux sur elle, mon expression aussi froide et inflexible qu'une plaque de glace hivernale. Il n'y a pas de problème, maman, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit chaotique du hall comme une lame de rasoir aiguisée. C'est moi qui les ai gelés. Le silence qui a suivi mes paroles était absolu et terrifiant. C'était le genre de silence total et suffocant qui suit immédiatement un accident de voiture massif, juste avant que les cris ne commencent. Ma mère m'a dévisagé, la bouche légèrement ouverte, sa main toujours figée en l'air, tenant les cartes de crédit refusées. Mon père a fait un pas en arrière, lent et maladroit, heurtant le mur. En haut, sur le palier, Thorne a saisi la rampe en bois, ses jointures devenant blanches. Même Dante et le technicien en éclairage ont cessé de bouger instantanément, réalisant qu'ils venaient de se retrouver au milieu d'une explosion familiale massive et dévastatrice. « Tu les as gelés ?» a murmuré ma mère, sa voix complètement vide. « Pourquoi ferais-tu ça? Tu es en train de ruiner tout le lancement de carrière de ton frère. Dis à la banque de les réactiver tout de suite. » Non, ai-je dit simplement. C'était un seul et beau mot d'une syllabe que j'avais désespérément besoin de dire depuis plus de 10 ans. Thorne est soudainement sorti de son état de choc. Il a dévalé les escaliers recouverts de moquettes, son visage rouge foncé de fureur absolue et débridé. Il s'est arrêté à seulement 60 cm de moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider,
exactement comme il le faisait quand nous étions enfants. C'est quoi ton putain de problème, espèce de perdant jaloux? A hurlé Thorn, pointant un doigt agressif directement sur mon visage. Es-tu si profondément peu sûr de toi? J'ai des centaines de personnes qui m'attendent en stream en ce moment. J'essaie de construire une carrière énorme et tu agis comme un enfant égoïste et mesquin parce qu'on a déplacé ton stupide lit. Active les cartes, Alden. Ou je jure devant Dieu. Ou tu feras quoi, Thorn? Ai-je interrompu, ma voix restant dangereusement calme, contrastant vivement avec ses hurlements frénétiques. Tu vas me frapper? Tu vas piquer une crise. Vas-y. Mais avant de le faire, laisse-moi te rendre la réalité financière de ta carrière massive très claire. Je me suis tourné légèrement, m'assurant que ma voix porterait non seulement à ma famille, mais aussi jusqu'en haut des escaliers, directement dans le microphone de diffusion en direct ouvert sur son bureau coûteux. J'ai payé 15 000 $ pour cet ordinateur personnalisé que tu utilises, ai-je déclaré, en projetant ma voix clairement. J'ai payé 2 500 $ pour la nourriture artisanale qui est en train de refroidir dans la cuisine. Je paie la facture d'électricité de 1 200 $ qui alimente ces stupides lumières au néon. Et l'année dernière, j'ai remboursé ta pathétique et embarrassante dette de consommation de 120 000 $ pour t'éviter la faillite. Le visage de Thorn est devenu complètement pâle. Il a réalisé que son public, toute sa base de fans, entendait chaque détail pathétique de son succès factice et fabriqué. Tais-toi, a-t-il sifflé, regardant frénétiquement en haut des escaliers. Tu ruines ma marque. Ils peuvent t'entendre. Ta marque? Ai-je ri, un son dur et sans humour. Ta marque est un mensonge complet. Tu as 35 ans, tu prétends être un influenceur millionnaire autodidacte, et tu diffuses littéralement en utilisant la connexion Internet que je paie, avec l'électricité que je fournis. Regarde bien les noms sur ces cartes de crédit refusées, Thorn. Regardez-les, maman. Il n'est pas écrit Warren ou Béatrice. Il est écrit Alden. Je suis la banque, et la banque est fermée en permanence. Mon père a finalement retrouvé sa voie. Il s'est avancé, essayant de sauver son autorité brisée. Alden, c'est un comportement complètement inacceptable. Tu ne manques pas de respect à ta famille comme ça devant des étrangers. Tu nous mets dans l'embarras. Réactive les cartes. Paie ces hommes qui travaillent dur, et nous discuterons de ton attitude épouvantable plus tard. Si tu ne règles pas ça immédiatement, je te mettrai à la porte de cette maison, dans la rue, ce soir. Tu me comprends? J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme qui avait laissé l'horloge irremplaçable et faite à la main de mon grand-père être jeté dans un garage humide comme un déchet. J'ai regardé l'homme qui avait permis à un parasite de prospérer pendant 3 décennies à mes dépens. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. C'était un rire profond, authentique et retentissant. C'est drôle que tu mentionnes la maison, papa, ai-je dit, en cherchant dans la poche poitrine de ma veste de costume sur mesure. J'ai sorti mon smartphone, déverrouillé l'écran avec mon pouce, et ouvert l'application d'administration du routeur réseau à fibre optique haut de gamme de la maison. J'ai tenu l'écran lumineux pour que Thorn puisse voir exactement ce que je faisais. Les sponsorings nécessitent une connexion solide, n'est-ce pas? Ai-je demandé à Thorn, mon pouce planant directement au-dessus de l'icône de déconnexion principale. Alden, non, a supplié Thorn, sa voix se brisant soudainement de terreur authentique et absolue. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai appuyé sur le bouton. À l'étage, le martèlement lourd de la basse de sa musique d'introduction de stream s'est arrêté instantanément. La faible lueur de ses écrans de moniteur se reflétant sur le plafond du couloir a disparu. La connexion Internet de toute la propriété massive a été coupée à la racine. Sa diffusion en direct était complètement, définitivement morte. Espèce de petit salaud! A rugi mon père, faisant un pas agressif vers moi, levant la main comme s'il allait réellement frapper un homme adulte. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. C'est moi qui fais les règles ici. Sors de ma maison. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri. Un sourire froid et dévastateur. Ta maison? Ai-je répété doucement. En es-tu absolument sûr? J'ai de nouveau cherché dans la poche intérieure de ma veste de costume et j'ai lentement sorti une épaisse enveloppe manie de format légal. Le lourd sceau rouge officiel du bureau du greffier du comté était clairement estampillé au dos du rabat. Je l'ai tendu devant moi, la laissant pendre entre mes doigts comme une arme chargée.
Ça fait 3 ans que tu menaces de me mettre à la porte de ta maison, ai-je dit, regardant directement le visage rouge de fureur de mon père. Chaque fois que je me plaignais de payer les factures ridicules de Thorne, chaque fois que je demandais juste un peu de respect de base, tu me rappelais que je vivais sous ton toit. Tu me disais que je devais me plier à tes règles. Eh bien, je pense qu'il est enfin temps que nous clarifions les règles réelles de cette propriété. Je n'ai pas tendu l'enveloppe à mon père. Au lieu de cela, je l'ai jetée nonchalamment sur la petite table décorative en bois dans le hall. Elle a atterri avec un claquement lourd et définitif. Mon père l'a fixée une seconde avant d'en déchirer le rabat. Il a sorti une épaisse pile de documents juridiques impeccables. La toute première page était un acte de propriété certifié et notarié. La deuxième page était un contrat de transfert de propriété dense et incroyablement complexe. C'est quoi ces bêtises? A marmonné mon père, ses yeux parcourant le jargon juridique dense, luttant pour comprendre l'encre noire épaisse. Ça, ai-je expliqué, gardant ma voix assez forte pour que le responsable du traiteur entende chaque mot, c'est la preuve de propriété officielle et indiscutable pour toute cette propriété. Regarde bien la LLC répertoriée comme titulaire principal. Puis regarde le seul directeur général de cette LLC. Mon père a tourné à la deuxième page. J'ai regardé ses yeux suivre la ligne de signature. J'ai regardé le moment brutal exact où son cerveau a traité l'information. La couleur rouge agressive a complètement disparu de ses joues, laissant sa peau ressembler à du vieux parchemin gris. Ses mains se sont mises à trembler si violemment que les lourds papiers juridiques ont cliqueté bruyamment dans le couloir silencieux. « Alden » a-t-il murmuré, me regardant avec des yeux écarquillés et terrifiés. « Il est dit. Il est dit que tu possèdes le domaine. » « Comment ? » ? Nous avons une hypothèque avec la Banque centrale. Vous aviez une hypothèque, les jeux corrigeaient doucement, tournant le couteau dans la plaie. Il y a 3 ans, toi et maman étiez à exactement 60 jours d'une saisie immobilière totale et irrécupérable. La banque était en train de rédiger les documents pour saisir cette maison et vous jeter à la rue parce que vous aviez vidé vos comptes de retraite pour financer l'arnaque immobilière ratée de Thorne. J'ai intercepté les avis. Je suis intervenu discrètement. J'ai remboursé les énormes arriérés en totalité. J'ai racheté votre dette toxique, et la banque a légalement transféré l'acte de propriété principal à ma société holding. Ma mère a laissé échapper un petit halètement étranglé, portant sa main à sa bouche. Vous ne possédez pas une seule brique de cette maison, ai-je poursuivi, ma voix résonnant sans relâche dans le hall. Vous n'avez pas payé l'hypothèque. Je vous ai laissé vivre ici entièrement sans loyer, subventionnant votre style de vie luxueux, payant vos courses premium, et gardant les lumières allumées. Vous n'êtes pas les fiers propriétaires. Vous êtes mes locataires. Et vous êtes de terribles locataires. J'ai pointé un doigt raide directement en haut des escaliers vers le désastre éclairé au néon de Thorne. Vous ne m'avez pas seulement manqué de respect en volant ma chambre. Vous n'avez pas seulement jeté l'horloge irremplaçable faite à la main de mon grand-père dans un tas de déchets humides. Vous avez physiquement détruit une pièce, endommagé les cloisons sèches, et fait des modifications structurelles non autorisées à l'intérieur de ma propriété légale. Vous avez vandalisé ma maison. Thorne était complètement silencieux. L'enfant chéri, le streamer arrogant et intouchable, s'appuyait lourdement contre le mur, me regardant comme si j'étais un monstre terrifiant qu'il n'avait jamais vu auparavant. Toute sa fausse réalité, toute son esthétique, venait d'être légalement vaporisée en moins de 5 minutes. J'ai de nouveau cherché dans l'enveloppe et j'en ai sorti une dernière feuille de papier. Je me suis approché et l'ai poussé directement dans les mains tremblantes de mon père. Ceci est un avis d'expulsion officiel et juridiquement contraignant de 30 jours, ai-je déclaré clairement, m'assurant qu'il n'y avait absolument aucune place pour le malentendu. Il a déjà été déposé auprès des tribunaux du comté et officiellement signifié par un huissier. Vous avez exactement 30 jours pour faire vos valises, emballer votre précieux enfant chéri, et sortir de ma maison. Alden, s'il te plaît. A soudainement crié ma mère, laissant tomber son verre de champagne. Il s'est brisé sur le parquet, renversant du vin coûteux partout, mais personne ne l'a même regardé. Elle a attrapé mon bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma veste de costume. Tu ne peux pas faire ça. Où irons-nous? Nous n'avons aucune économie. La carrière de Thorne ne fait que commencer. Nous sommes ta famille. La famille ne traite pas la famille comme un distributeur automatique illimité, ai-je dit doucement mais fermement, enlevant ses mains désespérées de ma veste. La famille ne jette pas la famille à la poubelle. Vous avez fait vos choix.
Vous avez choisi de tout investir dans son empire factice. Maintenant, vous allez vivre dans la réalité de ces investissements. Je me suis tourné vers Dante, le responsable du traiteur, qui regardait toute la scène avec des yeux écarquillés et choqués. Remballez votre nourriture, Dante. Démontez les installations d'éclairage, lui ai-je dit calmement. Je ne paierai pas leurs factures. Si vous voulez votre argent, je vous suggère de prendre l'ordinateur à 15 000 $ de mon frère en garantie avant qu'il n'essaie de le mettre au clou. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas regardé mes parents en pleurs dans le couloir. Je me suis simplement retourné, suis sorti par la porte d'entrée sous la pluie glaciale, et suis monté dans ma Civic. Ils pensaient qu'ils venaient de m'expulser d'une seule chambre. Ils ont finalement réalisé qu'ils venaient de s'expulser définitivement d'un manoir de plusieurs millions de dollars. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes vraiment un spectateur merveilleux. S'il vous plaît, commentez, je suis là, pour me faire savoir que vous faites partie de ce public spécial. J'aimerais et répondrai à tout commentaire contenant le mot-clé « Je suis là ». N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci beaucoup. Les retombées au cours des 2 semaines suivantes ont été absolument brutales, méthodiques et incroyablement satisfaisantes à observer à distance de sécurité. Je suis resté confortablement installé dans ma suite Pentouse de luxe en ville, continuant à exercer mon exigeant travail de cybersécurité pendant que l'empire factice de mes parents brûlait violemment jusqu'aux fondations en banlieue. Sans mon soutien financier vital caché injectant des milliers de dollars dans leur compte chaque semaine, l'illusion de leur richesse s'est effondrée presque du jour au lendemain. Ils avaient vécu pendant des années dans un état de délire total, complètement déconnecté de la dure réalité des factures, des conséquences et des mathématiques de base. La première chose à disparaître a été l'énorme installation de jeux de Thorn. Quand Dante, le traiteur, et les techniciens en éclairage ont réalisé qu'ils ne seraient pas payés par les cartes de crédit gelées de mes parents, ils ont fait exactement ce que j'avais suggéré. Ils ont refusé de quitter la propriété. Ils ont appelé la police locale, invoquant le vol de service pour éviter d'être arrêtés pour fraude sur le champ dans le hall d'entrée. Thorn a été contraint de démanteler physiquement son tout nouvel ordinateur à 15 000 $ et de remettre les cartes graphiques coûteuses, la table de mixage et les lourds moniteurs de studio directement au fournisseur pour régler la dette de 8 000 $. Son énorme livestream caritatif de 24 heures s'était terminé brusquement dans un blackout total après moins de 10 minutes. Parce que ma voix avait fuité sur le microphone, exposant ses dettes massives et sa dépendance à mon argent, sa petite communauté de followers s'est retournée contre lui instantanément. Ils ont découpé l'audio, l'ont posté sur les réseaux sociaux, et se sont moqués de lui sans relâche. La marque, Thorncore, est devenue la risée de la communauté du streaming du jour au lendemain. Il était complètement ruiné avant même d'avoir commencé. Puis sont venus les problèmes de survie quotidiens. Parce que Cresa avait impeccablement vidé le compte chèque joint principal et bloqué les cartes de crédit, mes parents n'avaient littéralement pas d'argent pour acheter de la nourriture ou mettre de l'essence dans leur voiture. Ma mère a essayé d'utiliser ses propres cartes de crédit secrètes personnelles, mais elles ont été immédiatement refusées. Elle les avait maximisées il y a des mois en achetant des vêtements de créateurs et comptait simplement sur mes revenus pour effectuer les paiements minimums. En panique totale, ils ont essayé de rallier la famille élargie à leur défense. Exactement une semaine après la signification de l'avis d'expulsion, mon téléphone a sonné alors que je dînais en service de chambre. L'identification de l'appelant affichait le nom de tante Clara, la sœur aînée et incroyablement critique de ma mère. Tante Clara était le parfait singe volant, une femme qui se nourrissait des drames familiaux et prenait toujours le parti de ma mère sans jamais demander les faits. Alden, a aboyé tante Clara dès que j'ai décroché, sa voix dégoulinant d'une justice propre venimeuse. Je ne peux pas croire les choses horribles que j'entends. Ta mère est en larmes. Tu as coupé leur compte en banque. Tu les mets à la porte de leur propre maison. Espèce de garçon ingrat et égoïste. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, c'est comme ça que tu les rembourses. Tu dois rentrer à la maison tout de suite, t'excuser, et réparer ça. Je n'ai pas argumenté avec elle. Je n'ai pas élevé la voix ni essayé de me défendre contre ces accusations toxiques. J'ai simplement mis le téléphone sur haut-parleur, ouvert mon ordinateur portable crypté, et accédé au dossier financier détaillé que Cresa avait préparé pour moi. Tante Clara, ai-je dit calmement. Vérifie ta boîte de réception dans exactement 5 secondes. J'ai appuyé sur envoyer. Je lui ai transféré un document PDF de 10 pages, très détaillé et légalement certifié.
Il contenait chaque virement bancaire, chaque paiement d'hypothèque, chaque facture de service public, et chacune des énormes dettes de carte de crédit de Thorn que j'avais personnellement payées au cours des 3 dernières années entières. Le nombre total au bas de la feuille de calcul était bien supérieur à 250 000 $. J'ai entendu Clara halter au téléphone alors qu'elle ouvrait le fichier. J'ai acheté cette maison il y a 3 ans pour les sauver d'une faillite massive, lui ai-je dit, ma voix devenant d'acier. J'ai financé toute leur existence. Et pendant que j'étais hors du pays pour le travail, ils ont pris l'horloge faite à la main de mon grand-père, l'ont brisée, l'ont jetée dans un sac poubelle, et ont donné ma chambre à Thorn pour qu'il puisse jouer aux jeux vidéo. Alors, tante Clara, si tu es si incroyablement préoccupée par leur bien-être, tu peux les inviter à vivre dans ta chambre d'amis, car ils ne resteront pas dans ma maison. La ligne est devenue totalement silencieuse. Clara a bégayé, a essayé de former une phrase, a échoué, et a brusquement raccroché. Elle n'a jamais rappelé. Le récit de la famille élargie a été instantanément détruit par des chiffres froids et durs. Le moment le plus pathétique, cependant, s'est produit quelques jours plus tard. Je traversais le hall de mon hôtel, sortant pour prendre un expresso, quand je l'ai vu. Thorn. Il se tenait près des portes tournantes, l'air incroyablement débraillé. Il ne portait pas son sweat à capuche jaune de créateur. Il portait un vieux t-shirt délavé. Il avait l'air épuisé, frénétique et entièrement brisé. Quand il m'a vu, il s'est précipité en avant, abandonnant complètement son personnage arrogant d'enfant chéri. « Alden, s'il te plaît, mec. » « Attends » a-t-il supplié, levant les mains en signe de défense alors que le garde de sécurité de l'hôtel faisait un pas vers lui. « Que veux-tu, Thorn » ai-je demandé, m'arrêtant à une distance de sécurité, ne ressentant absolument rien pour l'homme qui se tenait devant moi. « Mon téléphone » a balbutié Thorn, ses yeux parcourant le hall luxueux. « La compagnie de téléphonie cellulaire a coupé mon téléphone ce matin pour non-paiement. Je ne peux même pas consulter mes emails. Je ne peux pas chercher un emploi. J'ai exactement 14 $ sur moi. S'il te plaît, Alden, réactive juste le compte principal. Fais-moi juste un prêt. Je te rembourserai. Je jure devant Dieu que je te rembourserai. » Je l'ai regardé. Le brillant PDG, l'influenceur, réduit à mendier des minutes de téléphone à son frère cadet invisible dans le hall d'un hôtel. « Tu n'as pas besoin d'un téléphone, Thorn, » ai-je dit tranquillement, lui tournant le dos. « Tu as besoin d'un retour à la réalité, et ça, c'est totalement gratuit. » Le 30e jour est arrivé avec un vent froid et mordant qui a arraché les feuilles mortes des chênes bordant la rue de banlieue. C'était un mardi matin sombre et gris, absolument approprié pour une expulsion. J'ai garé ma Honda Civic dans la large allée de ma maison à exactement 8 heures du matin. J'avais coordonné avec une entreprise de sécurité privée, et 2 hommes grands et intimidants en costume sombre se tenaient déjà près du porche d'entrée, s'assurant que la transition se déroulerait en douceur et sans crise de colère destructrice. Garé agressivement sur la pelouse avant se trouvait un camion de déménagement U-Haul bon marché, lourdement cabossé et loué. Je suis resté sur le trottoir, les mains profondément enfoncées dans les poches de mon manteau de laine, et j'ai observé l'effondrement final et pathétique de l'Empire doré. Mon père luttait pour porter une lourde commode en aggloméré bon marché en bas des marches d'entrée, son visage rouge et en sueur dans l'air froid. Thorn ne l'aidait pas avec le portage lourd. Thorn était assis sur le siège passager du camion de location, fixant le vide par la fenêtre, l'air complètement vidé. Ma mère est sortie de la porte d'entrée en portant une seule boîte en carton remplie de fournitures de cuisine. Quand elle m'a vu debout près de la rue, elle s'est complètement arrêtée. Elle a regardé la grande et belle maison, la pelouse manucurée, le quartier riche dont elle était expulsée de force. Elle a posé la boîte sur les marches en béton et a marché lentement vers moi. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a à peine un mois. La posture arrogante et intouchable avait complètement disparu. Ses vêtements de créateur semblaient légèrement froissés et le maquillage coûteux ne pouvait cacher les cernes profonds sous ses yeux. « Alden » a-t-elle dit, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Sa voix tremblait, épaisse de larmes authentiques et désespérées. « S'il te plaît, regarde ce que tu fais. Regarde ton père. Il a mal au dos. Nous avons dû louer un terrible petit appartement d'une chambre dans le quartier industriel. Ça sent le moisi. Thorn doit dormir sur un canapé-lit dans le salon. » Elle a tendu la main, essayant de saisir la mienne, essayant de combler le fossé massif et infini qu'elle avait créé. « Tu as fait valoir ton point de vue » a-t-elle pleuré,
les larmes coulant enfin sur ses joues. Tu nous as montré que tu as tout le pouvoir. Nous sommes désolés pour la chambre. Nous sommes désolés pour ton horloge. Nous t'en achèterons une nouvelle. Déchire juste les papiers d'expulsion. Laisse-nous rentrer. La famille ne fait pas ça à la famille. Alden, s'il te plaît. J'ai baissé les yeux sur sa main planant dans l'air froid. Je n'ai pas tendu la mienne pour la prendre. J'ai ressenti une brève et incroyablement petite lueur de tristesse, mais elle a été rapidement éteinte par le souvenir accablant de ces sacs poubelles noirs dans le garage humide et glacial. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, résonnant dans la rue de banlieue calme. La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne considère pas ses enfants comme une ressource financière illimitée à exploiter. La famille ne vole pas l'espace sur de son fils et ne jette pas l'héritage de son grand-père à la poubelle juste pour nourrir l'illusion d'un autre homme. J'ai fait un pas en arrière, créant une distance physique entre nous. Je ne fais pas ça pour prouver que j'ai le pouvoir, ai-je expliqué tranquillement. Je fais ça parce que je donne enfin la priorité à ma propre paix plutôt qu'à vos exigences constantes. Je ne veux pas d'une nouvelle horloge. Je veux récupérer ma vie, et ma vie n'inclut plus le financement de vos erreurs. Elle a tressailli violemment, comme si je l'avais physiquement giflée. Elle a laissé tomber sa main, son expression se tordant en un mélange complexe de chagrin profond et de colère défensive persistante. Elle a réalisé à ce moment précis que le distributeur automatique était détruit en permanence. Le fils invisible avait disparu pour toujours. Tu le regretteras, a-t-elle murmuré amèrement, essayant de sauver une dernière once de fierté. Tu seras complètement seul. J'étais déjà seul, ai-je répondu doucement. Maintenant, je suis juste seul en paix. Je me suis retourné et j'ai monté les marches du porche d'entrée. J'ai fait un signe de tête aux gardes de sécurité privés qui se sont écartés. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en bois et suis entré dans le hall. La maison était vide. Les meubles coûteux que mes parents avaient achetés avec mes cartes de crédit au fil des ans avaient été saisis ou vendus pour payer leur dépôt de déménagement. Les murs étaient nus, mais en montant les escaliers et en me tenant dans l'embrasure de ce qui était autrefois ma chambre, je n'ai pas ressenti de sentiment de perte. Les lumières au néon agressives avaient disparu. Le lourd bureau de gaming avait disparu. La mousse acoustique bon marché avait été arrachée des murs. La pièce était complètement vide, sentant légèrement les produits de nettoyage et le vieux plâtre. C'était une toile vierge. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le camion U-Haul cabossé quitter lentement l'allée, emportant le poids toxique de mon passé dans le trafic matinal gris. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le numéro d'un serrurier local. Il était temps de changer chaque serrure des portes, de mettre à niveau le système de sécurité, et de commencer enfin à construire une vie qui m'appartenait entièrement. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où le camion U-Haul a quitté mon allée, et la poussière est enfin retombée de manière permanente. Ma vie est entièrement différente maintenant. J'ai engagé une équipe d'entrepreneurs professionnels pour venir dans la maison et restaurer complètement le 2e étage. Ma chambre n'est plus un cauchemar toxique éclairé au néon. Les murs ont été réparés et peints d'un bleu océan profond et apaisant. J'ai trouvé un maître charpentier en ville spécialisé dans la restauration de meubles vintage, et il a réussi à réparer parfaitement la profonde rayure et à remplacer le verre brisé de l'horloge en acajou de mon grand-père. Elle trône maintenant fièrement sur une bibliothèque en chêne massif, son tic-tac silencieux marquant le temps dans une maison enfin libérée du chaos. Sans le stress massif et écrasant de la gestion constante des désastres financiers fabriqués de ma famille, ma carrière a explosé. J'ai été promu directeur principal de la cybersécurité dans mon entreprise, accompagné d'une augmentation de salaire significative. Pour la première fois de ma vie d'adulte, l'argent que je gagne reste réellement sur mon propre compte en banque, sécurisant mon avenir au lieu de disparaître dans un trou noir d'ingratitude et d'arrogance. Quant à ma famille, la réalité les a frappés comme un train de marchandises à grande vitesse. Sans mes cartes de crédit pour financer ses illusions, Thorne a été forcé d'affronter le monde réel. Il a actuellement 36 ans et travaille 30 heures par semaine comme caissier dans une grande chaîne de supérettes à la périphérie de la ville. Il ne stream plus. Il ne parle plus de construire un empire. Il scannait simplement des codes barres et nettoie les machines à café. Mes parents vivent toujours dans ce petit appartement d'une chambre, exigu et incroyablement bon marché, dont ils se plaignaient. Mon père a dû sortir de sa retraite anticipée et prendre un emploi de gérant dans une petite quincaillerie juste pour couvrir leurs courses de base. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois pendant les vacances,
envoyant des SMS pathétiques et culpabilisants depuis des numéros inconnus, mais je n'ai jamais répondu. J'ai bloqué chaque tentative de contact. Le pont n'est pas seulement brûlé. Les cendres ont été complètement dispersées. En repensant à tout ce cauchemar, la plus grande leçon que j'ai apprise concernait la véritable définition fondamentale de la famille. La société nous impose constamment ce récit incroyablement toxique selon lequel il faut pardonner sans fin à ses parents de sang simplement parce que l'on partage une génétique. On nous dit que la famille est tout, et que fixer des limites fermes est en quelque sorte égoïste ou cruel. Mais la vérité est beaucoup plus sombre et beaucoup plus simple. Au moment exact où votre famille vous regarde et voit une ressource financière à exploiter au lieu d'un être humain à aimer, elle perd le titre de famille. Lorsqu'ils donnent la priorité aux illusions ridicules d'un enfant chéri plutôt qu'à votre besoin fondamental d'un espace sûr pour dormir, ils ne sont plus vos protecteurs. Ce sont vos parasites. S'éloigner fait mal. C'est comme sauter d'une falaise dans le noir. Mais vous devez survivre à cette chute initiale, car à la seconde où vous réalisez que vous ne leur devez pas toute votre vie, c'est le moment exact où vous vous appartenez enfin à vous-même. Le silence dans ma maison n'est plus solitaire. C'est le son de la liberté absolue. Merci beaucoup d'être resté et d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Je sais que c'était un parcours lourd, mais j'espère qu'il a résonné avec quiconque est confronté à des dynamiques toxiques similaires. J'ai une question pour vous tous. Pensez-vous que j'ai surréagi en gelant les cartes et en les expulsant avec un préavis de 30 jours, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient pour avoir volé ma chambre? Faites-moi part de vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Et, si vous entendez ma voix en ce moment, cela signifie que vous êtes resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous faites officiellement partie du club des 1%. S'il vous plaît, commentez la lettre W ci-dessous. W signifie winner, gagnant, et c'est notre signe secret pour reconnaître les personnes incroyables qui regardent jusqu'à la toute dernière seconde. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de rejoindre la communauté afin que nous puissions partager d'autres histoires incroyables ensemble. Restez forts, protégez votre paix, et je vous verrai dans la prochaine.